bienvenue aux téléspectateurs de France Info, Canal 27 qui nous rejoignent ce matin. Pour les auditeurs de France Info, vous étiez déjà avec nous. Et bonjour Aurore Berger. Bonjour. Qui pilote désormais la réforme des retraites ce matin ? Vous savez déjà que le Premier ministre a été impliqué depuis le premier jour dans cette réforme, et qu'Agnès Buzyn, qui est la ministre de la Solidarité et de la Santé, était aussi la ministre de tutelle de Jean-Paul Delevoye. Donc je suis pas très inquiète sur le pilotage, puisque Édouard Philippe et Agnès Buzyn, évidemment, sont présents, et sont présents depuis le début. Le changement de pilote ou le non-changement de pilote aura-t-il des conséquences sur la réforme ? Non, et ça doit absolument pas en avoir. Jean-Paul Delevoye a pris ses responsabilités. Je pense que c'était important qu'il puisse le faire, parce que sinon, je pense que les Français n'auraient pas pu comprendre qu'il reste au sein du gouvernement avec ce qui avait été appris ces derniers jours. Je remets d'ailleurs pas en cause sa bonne foi, mais ça restait, je pense, incompréhensible pour les Français. Ce terme de bonne foi, c'est celui que tous les membres du gouvernement et de la majorité ont martelé tout le week-end en expliquant qu'il n'y avait aucune raison qu'il démissionne. Alors ? Non, c'est pas ce que je dis. Je vous dis que je pense que c'était incompréhensible pour les Français qu'ils puissent rester au sein du gouvernement. Et d'ailleurs, les Français que j'ai pu rencontrer dans les Yvelines ce week-end, c'est aussi ce qu'ils m'ont dit. Ça, on ne comprend pas. Et de fait, cette incompréhension a été levée puisque Jean-Paul Delevoye est parti. Pour autant, le connaissant depuis plusieurs années, je ne me permettrai pas de remettre en cause la bonne foi qui était la sienne. Je pense qu'il n'y avait aucune tentative de dissimulation. Après, l'incident a été clos, il a démissionné. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il l'ait fait. Renaud Dely, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos électeurs, le week-end dernier dans votre circonscription? Qu'est-ce que on entend en ce moment quand on est un député de la majorité? C'est un peu, vous avez des week-ends agités? On entend des choses de manière diverse parce que l'opinion, vous le savez, sur ce sujet, elle est partagée et c'est normal. Il y a à la fois ceux qui nous disent il faut tenir parce qu'on vous a aussi élu pour réformer ce pays et c'est pas maintenant qu'il va falloir lâcher. Donc il y a aussi beaucoup de soutien et de volonté qu'on aille jusqu'au bout de cette réforme qu'on a promise aussi aux Français. Il y a ceux qui disent de toute façon dans le système actuel déjà on est perdant, donc qu'est-ce qui nous garantit que dans le nouveau système on sera pas encore des perdants? Et il y a ceux qui, le week-end dernier, vous disaient de toute façon, Jean-Paul Delevoye doit partir. Et il y a ceux qui me disaient ça, évidemment, le week-end dernier. Aurore Berger, ce sont des enquêtes de presse qui ont permis de connaître les oublis, appelons-les comme ça, de Jean-Paul Delevoye sur sa déclaration de patrimoine et d'intérêt. Vous félicitez les journaux qui ont travaillé sur son cas? Oui, et je m'interroge aussi sur le rôle de la haute autorité. Jean-Paul Delevoye était haut commissaire au sein du gouvernement. Il avait donc déjà rempli une déclaration d'intérêt, une déclaration de patrimoine en tant que haut commissaire depuis 2 ans. Et je m'étonne quand même que la haute autorité n'ait pas été capable de voir ce que les médias ont vu. C'est bien que les médias qui sont indépendants, et cela prouve la totale indépendance des médias dans notre pays, aient pu révéler ce qui avait à être révélé. Et je pense que c'est tout à fait leur rôle de pouvoir le faire. Mais je m'interroge quand même sur la manière avec laquelle la haute autorité n'a pas été en capacité de le faire. Et j'aimerais qu'elle nous explique aussi à nous, en tant que parlementaires, ce qui a failli. Je pense que c'est important dans notre pays qu'on ait une autorité indépendante qui puisse vérifier. Moi, en tant que parlementaire, quand j'ai été élue, on m'a demandé de remplir une déclaration d'intérêt et une déclaration de patrimoine. Mais moi, je n'ai pas forcément le suivi ensuite de ça. Je l'ai fait avec toutes les précautions. J'ai pris le temps de le faire. On vous a demandé les fiches de paye, des choses précises? Oui, on vous demande. Moi, j'ai mis tous les justificatifs possibles, des extraits de comptes, parce qu'au moment où vous entrez en fonction, on vous demande des choses. Moi, vous êtes sûr de ne rien avoir oublié? Oui, je vois pas ce que j'aurais pu oublier. Voilà, j'ai un prêt bancaire que j'ai signifié. Vous mettez tout et vous devez tout mettre. Mais moi, ce qui m'a toujours interpellée, c'est qu'on vous demande de faire un bilan à l'entrée dans vos fonctions, mais pas un bilan à la sortie. Et c'est ça en fait qui est le plus important. Finalement, quelque part, le sujet, c'est pas de savoir si les parlementaires, les ministres ont du patrimoine quand ils entrent. Quelque part, ça les regarde, c'est leur vie. Et ils ont le droit d'avoir pu se constituer un patrimoine tout au long de leur vie, comme les Français. Ce qui est important, c'est la question potentielle de conflit d'intérêts avec des mandats passés, et c'est surtout le risque potentiel d'enrichissement pendant que vous exercez votre mandat. Or, de fait, moi, il me semble que si jamais je me représentais pas dans 2 ans, on ne me demanderait pas un bilan de sortie pour voir si, par exemple, il y a un enrichissement excessif entre mon entrée en fonction et ma sortie. Et c'est ça qui me paraît le plus important. C'est pas de savoir est-ce que j'avais du patrimoine familial, personnel en entrant. C'est est-ce que, de par mon mandat, j'ai pu acquérir des choses que je n'aurais pas pu acquérir. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut qu'on corrige. On vous a entendu, Aurore Berger, féliciter il y a quelques instants les titres de presse qui ont révélé cette affaire Jean-Paul Delevoye. Ce matin, nos confrères du Monde affirment que le secrétariat général du gouvernement était au courant depuis 2 ans du cumul de fonctions et de rémunération de Jean-Paul Delevoye. Là aussi, vous félicitez le journal? Mais si c'est vrai, oui. Mais encore une fois, moi, je veux dire, on a la chance d'être dans un pays démocratique, dans un pays où la presse est libre, et la presse est libre, évidemment, d'enquêter. Dans ce cas-là, on n'est plus dans l'oubli d'une seule personne. Là, moi, j'attends déjà que cette information soit confirmée. Et encore une fois, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé et ce qui a failli
dans ses déclarations. Encore une fois, vous avez vu, il y avait des mandats de nature extrêmement diverse. C'est pas la même chose, par exemple, quand vous siégez au sein d'une association comme Orchestre à l'école, où en effet, vous pouvez vous interroger sur le lien entre la musique à l'école et le fait d'être haut commissaire en charge de la question des retraites et ensuite ministre. Et je pense que ça, tout le monde le comprend. Donc moi, je veux juste savoir. Alors, vous voulez comprendre ce qui s'est passé, Aurore Bergé? Précisément, le secrétaire général du gouvernement, ce sont des services qui dépendent de Matignon. Mais c'est pour ça, encore une fois... Donc il faut que Matignon s'explique aussi, que les services de Matignon s'expliquent. Encore une fois, là, il y a une information qui vient d'être révélée. Je veux savoir déjà si elle est vérifiable, elle est vérifiée, et je veux en effet qu'ensuite, on puisse faire toute la lumière, parce que on a besoin, en permanence, on l'a dit pendant la campagne présidentielle, de recréer la confiance avec les Français. Je pense que cette confiance, elle passe déjà par le fait de tenir ses engagements, et c'est ce qu'on fait justement sur la question des retraites, c'est de tenir les engagements qu'on a pris devant les Français, et ça passe par de la transparence. La transparence, on n'a jamais eu autant au sein de l'Assemblée nationale sur la question de la manière avec laquelle on contrôle les parlementaires. Et je pense qu'il faut qu'on continue à le faire. Je pense qu'il faut jamais avoir peur de la transparence. La transparence, pas du flicage. C'est juste la responsabilité qu'on a et qu'on doit aux Français qui nous ont élus ou qui d'ailleurs ne nous ont pas élus. Mais nous sommes les représentants de l'ensemble des Français et nous leur devons des comptes sur la manière avec laquelle nous exerçons nos mandats. Et cette confiance, Aurore Bergé, elle passera donc par des sanctions si ces informations du Monde sont vérifiées? Je pense que ça devrait être le cas, mais déjà j'attends de savoir si, encore une fois, ces informations sont vérifiées, vérifiables. Je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui sur une information dont je n'ai pas moi-même connaissance. Et vous évoquez la confiance qu'il faut rétablir avec les Français. Comment on fait quand on vient de battre un record? C'est le cas de ce gouvernement. Il n'y a jamais eu autant de démissions de ministres en si peu de temps, 16 en 2 ans et demi, dont une bonne demi-douzaine pour cause d'affaires ou de manque de transparence précisément. Eh bien déjà, on continue à travailler, on continue à tenir les engagements qui sont les nôtres, on continue aussi à réformer sur la manière avec laquelle les élus doivent... Comment vous expliquez cette série noire? Il y a des circonstances qui ont été extrêmement différentes et vous le savez, en fonction des différents sujets. Prenez le cas par exemple de François de Rugy. Est-ce qu'il était légitime et normal que François de Rugy démissionne? Selon vous? C'est une vraie question. Moi je sais pas. Et je pense que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment en soutien à l'époque de François de Rugy. Vous regrettez qu'il ait démissionné? Mais moi-même, je m'interroge sur la manière avec laquelle je me suis peut-être exprimée à l'époque, parce que c'est vrai qu'on avait une photo qui avait, je pense, choqué l'opinion publique, mais qui, en effet, ne remettait absolument pas en cause l'intégrité qui était la sienne. On n'a jamais fait autant sous l'impulsion de François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui compose le gouvernement de toute façon. Ce que je dis juste, c'est que il faut à un moment pas qu'on se retrouve dans un piège, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes porté la question de la transparence. On l'a fait nous-mêmes à l'Assemblée nationale. Avant, si j'avais été parlementaire dans le précédent mandat, j'avais rien à justifier de mes frais de mandat. Je pouvais faire ce que je voulais avec mes frais. C'est ça qui était quand même invraisemblable. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Et encore une fois, heureusement, on a rattrapé un retard qui n'aurait pas dû exister sur ces sujets-là. J'aimerais que le Sénat en fasse autant, et sur la question des retraites d'ailleurs, et aussi sur la question de la transparence. On va parler du fond de la réforme des retraites et de cette nouvelle journée de mobilisation également des cheminots dans un instant. D'abord avec vous, Aurore Bergé. D'abord l'essentiel de l'actualité, 8h41. C'est Mélanie Delaunay qui vient de nous rejoindre. Cette fois-ci, tous les syndicats appellent à manifester. 3e journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Demain, reprise des discussions à Matignon. La porte-parole du gouvernement a prévenu, la réforme des retraites ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye. Après la démission du monsieur retraite du gouvernement, la ministre de la Santé Agnès Buzyn estime sur France Inter qu'il a commis des erreurs. Il en a tiré les conséquences et il part dignement. La SNCF va annoncer ce matin son plan transport pour le premier week-end des vacances de Noël. L'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti. C'est ce qu'assure le secrétaire d'État au transport. Ce matin, trafic toujours perturbé. Au 13e jour de grève, les prévisions ville par ville à retrouver sur franceinfo.fr. Médecins, internes, infirmiers, aides-soignants, eux aussi descendent dans la rue aujourd'hui. Ils réclament plus de moyens pour l'hôpital public. Le malus auto pourra atteindre jusqu'à 20 000 € pour les voitures les plus polluantes dès l'année prochaine. C'est ce que prévoit Bercy. Pour lutter contre les émissions de CO2, c'est 7 500 € de plus qu'actuellement. France Info. Et tout est plus clair. Aurore Bergé, personne ne sait comment ni quand cette grève dans les transports pourrait s'arrêter. Est-ce que le gouvernement doit désormais faire un geste ?
Si le geste est celui que demande Philippe Martinez, à savoir retirer purement et simplement la réforme, ça vous imaginez bien que ça n'est pas possible. Et si le geste c'est celui de Laurent Berger sur le retrait de l'âge pivot se faire. Mais encore une fois, sur l'âge pivot, il suffit de réécouter tout simplement ce qu'a dit le Premier ministre devant le CESE. Quand il présente l'architecture de la réforme, les grands principes de la réforme, il dit lui-même qu'il y a des possibilités d'évolution. Il n'a pas fait de l'âge pivot sa religion. Il n'est pas entré en religion avec l'âge pivot. Et moi non plus. Par contre, ce qu'on dit, c'est que l'équilibre financier, c'est important. Ceux qui, depuis des semaines, nous expliquent à droite parfois, à gauche très souvent, qu'il faut absolument distinguer ce que serait une réforme systémique d'une réforme paramétrique. Je suis désolée, je trouve que ça ne veut rien dire. Laurent Berger fait une autre proposition ce matin dans les colonnes du journal La Croix. Il propose une hausse des cotisations. Je vois qu'il fait deux propositions. Oui. Il dit plusieurs choses. Il dit une chose qui est importante. Il dit qu'en effet, l'équilibre financier, c'est pas un tabou pour la CFDT. Donc, ça veut bien dire. Il fait un pas vers vous sur cette question. Et c'est important. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment, à partir du moment où vous changez complètement le système des retraites, vous ne pouvez pas dans le même temps dire aux Français, par contre, on ne sait pas et on ne vous dit pas comment on va le financer. Parce que ce serait injuste pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et qui se sentiraient attaqués en se disant, mais attendez, ça veut dire que moi, ma pension, vous n'êtes pas en capacité de me la garantir. Puis surtout, ça veut dire qu'on créerait un système qu'on ne sait pas financer. Ça n'est pas Est-ce que possible. La hausse des cotisations est une porte de sortie possible pour vous? Moi, je le souhaite pas. Je le souhaite pas parce qu'on a pris un engagement devant les Français qui était qu'il n'y ait pas de baisse de leur pouvoir d'achat. Et même si ça n'est pas de l'impôt, une cotisation sociale, de fait, ça veut dire moins de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est uniquement la hausse des cotisations patronales avec le risque derrière, du coup, d'une faible évolution ou d'une incapacité de faire évoluer nos salaires, alors qu'on voit que nos salaires, quand même, continuent à évoluer dans notre pays et augmentent plus vite que l'inflation, notamment? Je sais pas. Et d'autre part, il dit dans la même interview ce matin qu'il est pour aussi qu'on puisse voir dans les réserves des régimes autonomes. Moi, je sais pas, encore une fois, là, expliquer par exemple aux libéraux, aux avocats qui ont réussi à générer des excédents par un régime autonome et solidaire au sein de la profession, qu'en fait, cet excédent va servir à ceux qui ont moins bien géré. On a le sentiment qu'à chaque fois que la CFDT entrouvre une porte, vous la refermez aussitôt. Non, mais c'est pas ce que je dis. Vous dites négocier, si on trouve une autre solution, mais à chaque fois qu'il y a une solution qui est proposée, mais est-ce que vous pensez... On essaie de mettre en place un système qui est juste. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus juste possible pour le maximum de Français? Est-ce que le plus juste, c'est de dire à tous ceux qui participent à des régimes autonomes qui ont des excédents, eh bien, on va venir prendre vos excédents parce que vous avez trop bien géré vos régimes. Je suis désolée, ça serait profondément injuste vis-à-vis d'eux. Est-ce que c'est de dire on va augmenter vos cotisations? Si les partenaires sociaux veulent négocier sur l'augmentation des cotisations, déjà, je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Je ne suis pas sûre que les syndicats patronaux acceptent une augmentation des cotisations, donc ça risquerait en plus d'être une impasse. Est-ce que c'est juste, Laurent Berger, par exemple, d'instaurer un âge pivot à 64 ans qui fait que quelqu'un qui aurait commencé à travailler à 18 ans devra cotiser 46 années pour toucher une retraite à taux plein? Peut-être que c'est justement ça dont on doit pouvoir discuter. Ça, c'est injuste. Mais peut-être que justement, ce dont on doit discuter, c'est peut-être comment cet âge pivot pourrait être mis en place. Est-ce que, en fonction de ceux qui ont des carrières longues, on sait que le dispositif carrière longue va rester, c'est-à-dire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, on sait qu'ils pourront partir plus tôt. Ça a été réaffirmé par le Premier ministre. Mais peut-être que pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est peut-être de ces modalités-là dont on peut discuter. Vous reconnaissez que dans ces cas-là, dans ces cas précis, il y a une forme d'injustice avec l'âge pivot? Je reconnais que c'est moins facile pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans que pour ceux qui ont commencé à travailler par nature à 22, 23 ou 24 ans. Moins facile, c'est injuste, c'est ça? Non, je dis pas que ce soit injuste. Moi, j'essaie de trouver le régime et le système qui est le plus juste pour le maximum de Français. Et dire qu'on va augmenter les cotisations, ça veut dire qu'on va augmenter les cotisations de tous les Français, que vous ayez commencé à 20 ans, à 21 ans ou à 25 ans. Mais vous reconnaissez que l'âge pivot à 64 ans ne peut pas être universel. Ça ne peut pas être le même âge pivot pour tout le monde. Ce que je dis, c'est que à partir du moment où on dit que la porte est ouverte, à partir du moment où on dit que les négociations peuvent continuer, ça veut dire que ce principe-là et sa mise en œuvre peuvent être discutées et doivent être discutées avec les partenaires sociaux, que les partenaires sociaux nous disent par exemple si on venait à modifier les paramètres, justement les modalités de l'âge pivot, est-ce qu'ils seraient d'accord ou non? S'il y avait une entrée progressive, je ne sais pas si ça peut être le cas. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'âge pivot est le système le plus juste, qu'il est beaucoup plus juste que de baisser les pensions de retraite et qu'il est beaucoup plus juste que d'augmenter les cotisations ou que de venir piquer les excédents des régimes autonomes. Est-ce que cette décote,
Aurore Berger, elle pourrait être temporaire, juste le temps de rééquilibrer pendant quelques années le régime des retraites. Il faudrait que le corps puisse aussi le vérifier, le Conseil d'orientation des retraites, puisse le vérifier. Ce que le Conseil d'orientation des retraites nous dit aujourd'hui, c'est qu'à partir de 2025, c'est 10 milliards d'euros de déficit. Il dit aussi qu'à partir de 2040, a priori, d'euros de déficit il dit aussi qu'à partir de 2040, il n'y a plus de problème de déficit. Oui, enfin aussi si donc on a une période à passer d'une quinzaine d'années. En fait, on a pendant 15 ans où on dit aux Français, on ne sait pas comment on finance vos retraites. C'est quand même ça la question qui nous est posée. Pendant 15 ans, on ne sait pas, si on maintient le régime actuel, comment financer vos pensions de retraite. Est-ce qu'il serait responsable de notre part de dire, c'est pas grave, on verra en 2025 quand la question se posera. Ça, c'est ce qu'ont fait les gouvernements précédents, où en fait, on a à chaque fois bougé un petit paramètre en disant on va retarder l'échéance. C'est uniquement ça qui s'est passé. Là, on dit on fait deux choses. On veut pas retarder l'échéance. On veut justement assumer dès maintenant de dire comment on finance, et on veut surtout changer la nature du système, qui est quand même aujourd'hui le système le plus injuste. Qu'est-ce qui est plus injuste que l'âge pivot? C'est clairement de dire que vous avez les femmes qui touchent 42% de retraite de moins que les hommes dans le système actuel, par exemple. Aurore Berger, avant de changer, de modifier le système et de ramener le système le régime des retraites à l'équilibre, il y a d'abord des échéances immédiates. Dans 3 jours, les Français savent pas s'ils auront un train pour partir en vacances. S'ils n'en ont pas, ce sera de la faute à qui ? Écoutez, ce sera en partie de la faute de certains syndicats. Quand la CGT refuse de faire une trêve pour Noël, alors que la CFDT, elle, a appelé à une trêve pour Noël, je pense que c'est profondément injuste. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on empêche des familles de se rejoindre à Noël? Rien ne le justifie. Et encore une fois, en plus, Philippe Martinez nous dit, pour que les trains partent, retirez purement et simplement la réforme. En partie, la CGT pour une partie. Oui. En partie, et l'autre partie? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je veux bien qu'on continue à négocier, et c'est ce qu'on fait. Mais pour négocier, il faut des partenaires. Donc ça veut dire qu'il faut des gens aussi qui soient prêts à négocier. Si négocier veut dire retirer la réforme et donc en fait arrêter de réformer ce pays, on peut pas avoir de négociation. Donc moi je pense que la porte elle reste ouverte, et je pense que les syndicats... Vous avez dit que ce sera en partie de la faute de certains syndicats, et vous citez la CGT. Est-ce que ce sera aussi en partie de la faute du gouvernement ou de la majorité? Écoutez, c'est à nous aussi en effet de continuer la négociation. Ça c'est une certitude. C'est à nous de démontrer qu'il y a encore des capacités de négocier. Et c'est ce que je vous disais sur les modalités, par exemple, de mise en place de l'âge pivot, sur la question du compte pénibilité, où on sait que c'est une demande qui est très forte. Le fait qu'on intègre demain dans le nouveau système, par exemple, ceux qui sont aujourd'hui dans la fonction publique et qui ne bénéficient pas de la pénibilité, c'est une avancée sociale majeure. Mais peut-être qu'on peut aller encore plus loin. Donc oui, on peut continuer et on doit continuer à négocier. Mais ceux qui aujourd'hui font du chantage, posent un ultimatum en disant si vous ne retirez pas la réforme, les trains partiront bas, sont irresponsables, et à mon avis, ça n'est pas la bonne manière de faire, ni même d'ailleurs d'arriver à convaincre les Français contre notre réforme. Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On s'interrompt quelques instants pour le rappel des titres de l'actualité à 9h-10. Voici Mélanie Delaunay. Et si vous avez prévu de voyager ce week-end, vous saurez dans quelques heures si votre train circule. La SNCF présente son plan pour le début des vacances de Noël. Le secrétaire d'État au transport l'assure, l'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti. Des écoles fermées, pas de cantine ou de périscolaire. Les enseignants en grève contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, mobilisation inédite, dit le SNUIPP, avec 50% de grévistes, moitié moins d'après le ministère de l'Éducation. En cette 3e journée de mobilisation interprofessionnelle, des manifestations ce matin dans les rues de Marseille, Lyon, Rennes, Bordeaux, cet après-midi à Lille, Strasbourg ou Paris, à l'appel de tous les syndicats. Dans les commerces, avec la grève qui se prolonge, la situation devient extrêmement périlleuse, s'inquiète le président de l'Union des entreprises de proximité. Sur France Info, Alain Griset dit craindre la fermeture d'entreprises et des licenciements en début d'année prochaine. Et puis c'est son modèle phare, Boeing, s'apprête à suspendre la production de ses 737 MAX à partir du mois de janvier. Aucun n'a décollé depuis mars dernier après 2 accidents meurtriers en l'espace de quelques mois. France Info. Et tout est plus clair. Aurore Berger, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, le Sénat refuse de réformer son régime de retraite qui est un régime autonome aujourd'hui et pas un régime spécial. Est-ce que vous pouvez comprendre la position de Gérard Larcher, le président du Sénat ? Non. Non, mais je pense qu'en fait, il n'y a aucun Français qui peut comprendre cette position-là. C'est-à-dire que nous, quand on est devenu député en 2017, c'est une des premières choses qu'on a faites, c'est justement de mettre fin à un régime qui était un régime particulier pour les députés, en faveur des députés, comme on a mis fin d'ailleurs à un certain nombre de choses qui paraissaient aberrantes sur la possibilité de voyager gratuitement tout le reste de sa vie quand vous étiez député, etc., etc. Il se trouve que c'est le Sénat et lui seul qui peut décider de s'auto-réformer. Oui, mais c'est le Sénat qui peut décider de s'auto-réformer, mais je pense que les Français attendent
demande que le Sénat puisse s'auto-réformer. Moi, je crois beaucoup au bicamérisme. Je crois qu'on a une nécessité d'avoir une Assemblée et un Sénat. Mais je pense aussi que le Sénat doit être beaucoup plus proche, non seulement de ses grands électeurs, mais aussi des Français. Et pour être proche des Français, il faut à un moment être plus transparent sur la manière avec laquelle l'argent public peut être utilisé. Et aussi sur le régime de retraite. Il n'y a aucune raison que le Sénat vote demain une réforme des retraites qui fera qu'à un moment, il y a certains Français qui feront des efforts dans cette réforme et que lui s'en exonère. Personne ne peut le comprendre. Gérard Larcher, pour se justifier, dit que le régime de retraite des sénateurs est un régime autonome, donc qui est excédentaire et qui ne touche aucune subvention publique. Oui, enfin, dans ces cas-là, à l'Assemblée nationale aussi, nous avions une capacité qui était de cotiser double. Donc c'était les députés, dans ces cas-là, qui décidaient par eux-mêmes de cotiser double. Mais bon, c'était un régime de fait d'exception et c'est pas normal. On peut pas donner le sentiment, aujourd'hui, en 2019, que les députés et les sénateurs sont protégés et vivent différemment des Français. Ça n'a pas de sens. Il y a plus de 600 millions d'euros dans ces caisses de retraite du Sénat. Moi, je dis pas qu'il faille récupérer l'excédent. Parce que ils ne doivent pas participer à l'effort de solidarité nationale ? De la même manière qu'on dit que pour tous les régimes autonomes qui ont été bien gérés, il n'y a pas de raison de récupérer les excédents. Moi, je ne dis pas qu'on va aller prendre dans la caisse des sénateurs. Je dis juste, réformez-vous. Réformez-vous comme l'Assemblée nationale l'a fait. Mais au-delà de cet appel, vous n'avez aucun moyen de contraindre les sénateurs à le faire. Eh bien, j'espère que les Français aussi, que les élus locaux, qui sont les grands électeurs de nos sénateurs, eh bien, parce qu'ils entendent aussi les Français tous les jours dans leur mairie, sur les territoires, appeler à une réforme qui touche l'ensemble des Français, eh bien, c'est une réforme de justice. Et cette réforme de justice, encore une fois, on ne peut pas donner le sentiment que les élus s'en exonèrent et que là, en l'occurrence, les sénateurs s'en exonèrent. Donc, je pense que Gérard Larcher, que je connais bien, puisqu'on est élu sur le même territoire. Département des Yvelines, vous lui en avez parlé, vous lui avez dit ? Pas encore directement. J'espère qu'on pourra en discuter parce que le sujet, c'est pas à un moment de donner le sentiment de protéger les sénateurs. C'est sûr que c'est toujours désagréable quand on a un régime plus favorable d'abandonner un régime plus favorable. Sauf que c'est une survivance qui n'a aucun sens aujourd'hui. Aurore Berger, vous êtes également spécialiste des questions liées à l'audiovisuel au sein de la majorité. Vous êtes aujourd'hui dans une entreprise, on est à la fois sur France Info Télé et France Info Radio. Je parle de Radio France qui est en grève depuis plus de 3 semaines. Radio France coûte trop cher aujourd'hui aux Français ? Non, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce qui est dit d'ailleurs. Radio France, c'est 600 millions d'euros de budget. L'audiovisuel public dans notre pays, c'est 3,8 milliards d'euros de budget. C'est d'ailleurs le budget le plus important du ministère de la Culture. Pourquoi lui demander des économies alors ? Parce qu'on a demandé des économies à l'ensemble des administrations en fait de notre pays et que l'ensemble des administrations doit pouvoir contribuer à un effort de solidarité budgétaire. Je dis pas que c'est simple à mettre en œuvre. Je dis pas que c'est aisé pour les équipes à réussir à le faire. Je sais qu'elles font déjà des efforts importants. Je dis juste que on reste sur un budget qui est un budget très important de 600 millions d'euros par an. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'on regarde sur la pérennité des moyens qui sont ceux de l'audiovisuel public. On sait que la taxe d'habitation va être supprimée, ce qui veut dire que la manière avec laquelle on percevait la redevance, la contribution à l'audiovisuel public, doit être modernisée. Il faut la supprimer aussi, la redevance ? Non, moi je pense qu'il faut non seulement la maintenir, mais même probablement l'universaliser, parce que c'est un service public, et qu'un service public, je pense qu'il est légitime que tous les Français puissent contribuer à ce service public. C'est pas la proposition, à mon avis, la plus populaire que de dire ça. Mais moi, je crois qu'on a besoin d'avoir un audiovisuel public fort, avec des ressources propres, indépendantes. Je crois que ça doit pas être budgétisé par l'État, mais qu'on ait bien une ressource autonome, propre, indépendante. Universaliser la redevance, est-ce qu'elle doit continuer à baisser ? Elle a baissé d'1 euro cette année. Si l'universalisation fait qu'il y a plus de gens qui peuvent contribuer, peut-être que du coup ça permettra de baisser individuellement la somme qui est à payer. Par contre, je ne souhaite pas que son enveloppe baisse. Il faut qu'on ait des moyens constants pour l'ensemble de l'audiovisuel public, c'est-à-dire à la fois Radio France, France Télévisions, l'INA, l'audiovisuel public extérieur également. Et je pense que, encore une fois, c'est pas évident dans un pays de dire et d'expliquer qu'il faut un audiovisuel public. Pour justifier la pertinence de l'audiovisuel public, il faut réaffirmer des missions qui démontrent sa singularité, qui démontrent sa différence. C'est pas déjà le cas aujourd'hui. Je pense que c'est le cas, mais c'est une question qu'on va se poser. Qui est le premier groupe radiophonique de France avec des audiences qui sont très bonnes pour notre grande sœur France Inter, moi aussi pour France Info, sur les plateformes, France Culture, pour France Info, pour France Culture, pour France Bleu. Il y a 299 postes qui doivent être supprimés sous forme de plan de départ volontaire à Radio France. Le conflit est entré dans sa 4e semaine. Pourquoi le ministre de la Culture n'intervient pas ?
Parce que ce serait une autre entreprise. Est-ce que vous trouveriez normal qu'il y ait une forme d'ingérence de l'exécutif sur la manière d'organiser Radio France? Il ne faut pas une médiation aujourd'hui pour moment tenter d'en sortir. Enfin, ce sera un petit peu cocasse qu'on nous interpelle régulièrement sur l'indépendance de l'audiovisuel public, de Radio France, de France Télévisions, et qu'en même temps, on appelle l'exécutif en disant « dites-nous comment faire ». Alors, au-delà de Franck Riester, est-ce qu'il ne faut pas nommer un médiateur ou une médiatrice pour sortir de cette grève? Il y a une présidente de Radio France, et c'était à elle de mener avec les partenaires sociaux les négociations. Moi, dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel, j'ai reçu à leur demande l'intersyndicale de Radio France. On les a auditionnés à l'Assemblée nationale avec les parlementaires, parce qu'on a besoin aussi de savoir ce que les syndicats, les partenaires sociaux souhaitent dans le cadre de la future réforme de l'audiovisuel public, et justement, qui doit être une réforme qui réaffirme les missions et la singularité de l'audiovisuel public dont on a besoin. Lorsqu'une entreprise publique comme la SNCF, par exemple, est en grève, le ministre de tutelle, le ministre des Transports, le ministre de tutelle du PDG de la SNCF intervient dans le conflit. Mais je ne crois pas qu'on puisse justement comparer ce qu'est la SNCF avec ce qu'est l'audiovisuel public. Ce sont des grands services publics, sauf qu'il y a une logique d'indépendance. C'est pas la même chose de savoir si les trains vont arriver à l'heure. D'indépendance éditoriale, Noël, mais pas mais budgétaire. Une vraie indépendance. Pas budgétaire, puisque ces plans d'économie dépendent aussi de décisions politiques prises par le gouvernement. Tout à fait. Évidemment qu'il y a une mise en œuvre d'un plan d'économie qui a été demandé par l'exécutif. Par contre, est-ce que c'est à l'exécutif de déterminer comment ce plan doit être mis en œuvre, s'il doit y avoir ou non des suppressions de postes, s'il doit y avoir ou non des fermetures d'antennes locales, etc. C'est certainement pas à nous de le définir. Vous imaginez bien que ça serait pris aussi, je pense, comme une ingérence de dire, mais finalement, est-ce qu'il faut remettre en cause telle ou telle antenne? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une pluralité, que la Maison Radio France, elle a aussi une pluralité, non seulement éditoriale, une pluralité d'antennes, qu'elle est très ancrée dans les territoires, avec France Bleu notamment, et que ça doit absolument se poursuivre. Il y a une demande d'ailleurs très forte sur la proximité, on le perçoit bien. Merci à vous, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Dans 2 minutes, 9h sur France Info.